a le grand plaisir d'accueillir Federico Diodato. Merci Federico d'être venu. Federico Diodato est un jeune maître de conférence à Nancy. Tu es membre permanent du LAC. Alors je crois que c'est Laboratoire Histoire Architecture Contemporain et membre aussi associé à l'Observatoire de la condition suburbaine à l'École d'architecture de Paris-Est. Tu as une agence d'architecture qui s'appelle FAIR, dans lequel vous hybridez de l'édition, de la recherche et du projet. Allez voir, c'est une façon aussi originale d'inventer un métier entre ces trois disciplines. Alors, bon, dans la bio, tu as différentes responsabilités, mais je vais en citer une qui est assez importante, c'est la chaire Nouvelle Ruralité, Architecture et Milieu Vivant, que tu diriges, je crois, ou co-diriges. Et évidemment, c'est cet intérêt à tous les territoires de l'habité et qui ne sont pas uniquement la ville. Voilà, merci. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Charles pour la présentation et pour l'invitation. Il me fait vraiment beaucoup plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Comme le disait Nicolas, je suis architecte, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Nancy et je suis associé dans une agence d'architecture avec Niki Kalas, qui est vice-président du syndicat de l'architecture et vice-président de la branche architecture. Donc, qui me partage son engagement pour l'architecture un peu tous les jours. Donc, l'architecture. J'entends pour l'architecture l'art de transformer notre environnement, est une expression de la culture et relève de l'intérêt public. Pourtant, et nous nous en rendons compte un peu chaque jour désormais, l'architecture est responsable aussi du bouleversement des écosystèmes, de l'expropriation de nos communautés, de la destruction de la terre, des mers, même de l'atmosphère. Donc ces bouleversements ne sont pas seulement physiques, ils concernent directement les besoins et les désirs des personnes qui vivent et travaillent dans les territoires et qui se sont de plus en plus déconnectées de ces territoires. Donc, ce rôle public de l'architecture, où est-il? L'hypothèse de cette présentation est qu'en reconstruisant la généalogie d'une tradition territorialiste, donc c'est-à-dire une tradition capable d'approfondir la relation que nous, en tant qu'êtres humains, entretenons avec la complexité multidimensionnelle du territoire, il devient possible de remettre en question nos manières de pratiquer l'architecture. Donc, on va commencer par une citation d'une figure que, comme a dit Nicolas, moi je suis particulièrement attaché, c'est la figure de Patrick Guedes, qui nous dit que c'est dans la décrépitude que se trouvent les meilleurs terreaux de la Renaissance, de l'automne son secret, celui de la survie et de l'initiative, de l'héritage et de la variation nouvelle, la graine. Qui le veut peut trouver, peut s'aimer, et dans un autre automne peut s'y récolter. Ces derniers mots, il faut cultiver son jardin. Donc, ces mots sont écrits par Guedes en 1895. Ils font partie d'une collection qui est appelée Evergreen. Donc, il s'agit d'une série de publications qui expriment un message de régénération sociale qui combine l'art et la science avec l'architecture et les projets de territoire. Donc, cette revue propose un retour à la nature, en pénétrant dans le monde extérieur, celui des animaux, des plantes et des roches. Donc, le contexte de cette publication est la ville d'Édimbourg. Donc, on est à la fin du XIXe siècle. Les centres, la Old Town, vous le voyez dans l'image, s'étaient progressivement dégradés et les paysages environnants étaient radicalement transformés par la révolution industrielle. Donc, dans ce contexte, c'est un contexte qui est complexe et problématique, cet extrait nous montre que c'est précisément dans les moments de crise qu'il devient possible de renaître et de reconstruire une nouvelle tradition. Donc, selon Guedes, il ne s'agit pas d'une tradition fermée, mais c'est une tradition ouverte, donc susceptible de varier. Pour le dire avec ces mots, il s'agit d'une graine qu'il faut trouver, s'aimer et cultiver. Donc, l'extrait s'est conclu avec la phrase en français « Il faut cultiver son jardin ». Et c'est une citation du Candide de Voltaire, c'est la célèbre phrase qui est prononcée par Candide à Pangloss. Donc, c'est le jardin de l'homme qui s'oppose à celui de l'Éden, précisément parce que c'est un jardin produit par le travail. Et cultiver, cultus, possède ici un double sens. Donc, au sens plus propre, c'est le travail de la terre. Mais dans un sens plus frigoré, c'est former en éduquant, en instruisant.
Donc la citation originale de Voltaire dit « notre jardin », donc c'est au pluriel, mais Guedes choisit de donner une nuance qui est plus individualiste, hein, et en utilisant donc les pronoms au singulier. Parce qu'il s'agit d'un appel direct à l'action, d'une prise de responsabilité qui concerne chaque individu, une responsabilité que les mêmes Guedes assume tout au long de sa vie. Il le fait en associant à ses recherches une importante activité d'éducateur, en développant les Summer Meetings d'Édimbourg, donc c'est des écoles d'été qui sont organisées entre 1887 et 1899. Et chaque été, ces écoles, d'une durée d'environ 4 semaines, enseignent un large éventail de disciplines qui combinent les connaissances du biologiste, du géographe, du botaniste et du sociologue. Donc, avec la devise « Vivendo discimus », nous apprenons en vivant. Guedes indique la spécificité de l'approche éducative de ces écoles. Donc, l'enseignement se fait en premier lieu sous l'observation et l'interprétation des faits réels. Et ensuite, ces observations sont systématisées et approfondies par les cours théoriques. Donc, dans la mesure du possible, ces cours théoriques ont lieu après les travaux d'analyse pratiqués directement sur le terrain. Donc, à l'instar des recherches qui sont conduites de l'autre côté de l'océan, on pense notamment à John Dewey, il se développe à Édimbourg une théorie pédagogique qui est fondée sur l'expérience et qui est capable de produire une connaissance active, qui est élaborée par les étudiants eux-mêmes. Donc, toute cette union entre théorie et pratique se retrouve dans le travail de Guedes, et par exemple dans les projets de requalification d'Édimbourg. Ils sont réalisés en collaboration avec sa fille, Nora Mers, et après on va retrouver d'autres projets, notamment à Nantes. Donc il s'agit d'un véritable passage à l'action qui a une finalité, réaliser une utopie, donc les bons lieux, qu'il ne faut pas le confondre avec utopie. Donc, comme Guedes ne cessera jamais de répéter, une utopie est enracinée dans les spécificités locales et un lieu produit par la coopération des habitants qui les cultivent et en prend soin. Donc, on retrouve ici cette image de cultiver. Donc, selon Guedes, la fonction de cultiver est celle de rendre la terre habitable. Donc, le terme qu'il utilise en anglais, c'est habitability. L'habitabilité, il se réfère à l'aptitude d'un environnement à accueillir la vie. Donc, cultiver pour rendre l'environnement adapté à la vie. Donc, mais cet acte, pour ne pas être vide, doit être soutenu par une éthique, des valeurs, une tradition forte. Et cette même image de la culture de la terre réapparaît au fil des années, souvent appliquée au travail du concepteur, car avec Guedes s'ouvre la voie à une tradition territorialiste, donc qui considère les territoires comme un système complexe d'interdépendance. Et ce système complexe doit être soigné, maintenu et valorisé par la communauté qui l'habite. Donc, dans le temps qui reste, dans les prochaines 50 minutes, je vais essayer de reconstruire cette généalogie de la tradition territorialiste qui s'inscrit dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, mais qui demeure marginale, secondaire par rapport après au courant du mouvement moderne. Donc, pour ce faire, je vous propose qu'on fasse un petit voyage à travers différentes figures, à travers des concepts qui ont été transférés, traduits et adaptés entre l'Écosse, les États-Unis, l'Italie, pour atterrir enfin en France. Donc, ce voyage va suivre 3 étapes. Première étape, c'est l'utopie, les lieux de la coopération. Deuxième étape, c'est l'art de rendre la terre habitable. Et enfin, une troisième étape, mettre les territoires au centre. Et on va conclure en essayant de comprendre quels enseignements on peut tirer de cette généalogie et comment elle peut nous aider à prendre position face aux défis contemporains. Donc, l'utopie, les lieux de la coopération. C'est un voyage qui commence entre la France et l'Écosse, avec toute une série de figures qui sont issues de la géographie, des sciences naturelles, qui mettent en évidence, dès le XIXe siècle, la prise de conscience des effets nocifs que l'activité humaine a sur la planète. Donc, si l'action humaine est essentielle pour rendre la Terre habitable, elle peut aussi épuiser les richesses naturelles et produire des conséquences destructrices. Donc, au milieu du XIXe siècle, il y a un intellectuel, un grand voyageur américain qui s'appelle George Perkin Marsh, qui affirme « La Terre devient rapidement une habitation inapte à son habitant le plus noble, et une autre ère de crimes et d'imprudence humaine semblable la réduira à un tel état d'appauvrissement de la productivité,
des dérèglements de la surface et d'excès du climat que nous pouvons craindre la dépravation, la barbarie et peut-être même la destruction de l'espèce. Donc, c'est des mots terribles qui ont beaucoup d'actualité encore aujourd'hui. Et selon Marsh, la réponse réside de la coopération entre l'être humain et la nature. Donc, restaurer les harmonies perturbées pour rendre à nouveau habitable ce qui est dégradé. Donc, fortement influencé par cet écrit de Marsh, il y a des penseurs tels qu'Élisée Reclus, Peter Kropotkin ou bien Patrick Guedes, qui développent à la fin du XIXe siècle une approche qui relie les problèmes sociologiques issus de la révolution industrielle à la conscience des enjeux environnementaux. Donc, Élisée Reclus, par exemple, c'est élève du géographe allemand Karl Ritter, pour qui les forces géologiques déterminent les variations culturelles. Et lui, il développe une conception de la relation entre l'être humain et la Terre fondée sur l'interdépendance et la synergie. Donc, la Terre est le corps de l'humanité et l'homme, à son tour, est l'âme de la Terre. Donc, dans ces milieux, l'être humain ne vit pas seul, donc il cohabite avec les autres êtres vivants et non vivants. De la même manière, Kropotkin traite dans ses écrits de cette cohabitation entre les êtres vivants. Il soutient que l'évolution n'est pas le fruit d'une lutte, mais d'un processus de coopération. Et il écrit « Les espèces animales chez lesquelles la lutte individuelle était réduite à ses limites les plus étroites et où la pratique de l'entraide a éteint les plus grands développements sont invariablement les plus nombreuses, les plus prospères, les plus ouvertes à de nouveaux progrès. » Donc, Guedes est profondément influencé par les recherches de Reclus et de Kropotkin, avec lesquels, lui, il a en plus un lien d'amitié assez fort. Il est à l'origine biologiste. Il étudie directement dans les laboratoires à Naples ou à Roscoff les processus de coopération entre les organismes. Il le fait notamment avec la coévolution entre des algues. Donc, à partir de la biologie, pour explorer en profondeur la Web of Life, donc la toile de la vie, il commence à allier les sciences naturelles aux sciences sociales en intégrant la conception du territoire, de la complexité des interrelations écosystémiques. Donc, le territoire devient lui-même un organisme vivant. Les activités humaines en interaction continue avec les caractéristiques géographiques et les communautés installées jouent un rôle actif dans son écogénèse, donc dans sa production. Donc, elle participe directement à sa reproduction à long terme. Guedes, pour étudier ça, il développe un Regional Survey. Donc, c'est un protocole d'enquête socio-géographique et historique-culturel qui est très attentif aux spécificités locales. Il tisse ensemble des facteurs physiques, biologiques, psychologiques et sociologiques, analysés non seulement dans leurs relations quantitatives, mais aussi qualitatives. C'est dans cet esprit que, durant ces Summer Meetings dont on a parlé tout à l'heure, il réunit toutes les disciplines dans une approche holistique visant à développer une contemporary socio-evolution du territoire. Donc, dans son texte de référence, Cities in Evolution, il établit une synergie entre work, place and folk, donc le travail, les lieux et la population, montrant que l'évolution de la ville et du territoire n'est pas un déploiement mécanique des causes-effets, mais un processus de coévolution ouvert à la variation, toujours nouvelle, qui implique directement ses habitants. Son travail de survey, donc d'enquête, a l'objectif de former des citoyens actifs, capables d'agir sur leur milieu de vie et d'entreprendre des choix collectifs. Donc, vous voyez ici la célèbre Valley Section qui répond à cette ambition. Donc, représenter graphiquement cette synergie et montrer que la régénération rurale et le renouveau urbain s'inscrivent dans un cadre plus vaste, celui de la régénération régionale. Donc, en s'enracinant dans les caractéristiques territoriales, il ne s'agit pas pour Guedes de proposer une utopie, mais une utopie, donc les bons lieux, les lieux de la coopération. Il écrit à ce propos que beaucoup ont découvert ou conçu des meilleures manières de vivre. Les propositions utopiques, si prometteuses sont-elles, n'ont pas de lieux définis, mais celles qui trouvent un lieu, c'est-à-dire celles qui sont régionales, sont réalisables. Ces projets et plantations, chacune à sa juste place, pour survivre et croître. Nous les appellerons utopiques.
Donc, pour apprendre cette utopie régionale, Guedes fonde à la fin du XIXe siècle un centre d'études sur la ville, la région et le territoire qui s'appelle la Outlook Tower. Donc, c'est un musée dans une tour dont le dernier étage accueille une caméra oscura. Donc, c'est un dispositif permettant, grâce à un jeu de miroirs, de projeter sur une table l'image du territoire environnant. Quand on se retrouve dans cette salle de la tour, les territoires est projeté à l'intérieur et nous, on est projeté dans les territoires. Donc, comme l'écrit un sociologue américain qui visite cet Outlook Tower, c'est un sociologue qui s'appelle Charles Vebling, l'Outlook Tower est à la fois école, musée, atelier, observatoire, peut-être appelé à juste titre les premiers laboratoires sociologiques du monde. Donc, c'est intéressant l'effet que Vebling, quand même, s'intéresse, il visite, il publie une description qui est élogieuse dans l'American Journal of Sociology, montre que la démarche de Guedes commence à se transférer aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle. Donc, il y a un dense réseau de contacts qui se développe et il y a toute une série d'échanges épistolaires avec Zwibling, après avec William James et John Dewey. Donc l'intérêt pour Guedes est tel qu'en 1899, il est invité à donner une série de conférences à Chicago qui suscite un véritable enthousiasme aussi de la part de ses auditeurs. Quelques mois plus tard, c'est Dewey même qui lui écrit pour lui exprimer son admiration et établir un parallèle entre ses propres recherches en pédagogie et les expérimentations conduites dans les écoles d'été d'Édimbourg. Il lui écrit « Je voulais t'écrire pour te dire que je suis très redevable pour les nouvelles idées, l'inspiration et le courage. » Donc, grâce à tous ces réseaux qui se forment, l'approche de Guedes commence à se transférer aux États-Unis. Il pose les bases théoriques et opérationnelles de ce qui est appelé le regional planning américain. Une planification à l'échelle régionale qui vise à réhabiliter une région dont l'équilibre a été bouleversé par l'ère industrielle. Donc, les moments clés, on peut dire, de ce transfert survient en 1923 avec un voyage que Guedes effectue vers New York. Donc, c'est la ville de laquelle il va séjourner pendant plus ou moins 3 mois. Il quitte Liverpool au printemps 1923 à bord d'un paquebot, les paquebots adriatiques. Et ils seront notamment aux États-Unis pour pouvoir transférer ses idées et ses démarches dans les territoires américains, pour donner un cours à la New School for Social Research de New York. Donc, vous voyez les calendriers de ces cours, mais aussi par sa grande curiosité, que c'est une caractéristique de toute sa vie. Donc New York, c'est la ville, lui, il l'a décrit de son arrivée comme une merveilleuse machine de l'enfer. Donc il y a plusieurs figures de l'architecture, de l'urbanisme, du paysagisme américain qui participent à l'organisation de ces voyages. En particulier, il y a les membres de la Regional Planning Association of America. Donc c'est une association qui s'est réunie à partir du début des années 20 dans une ferme du New Jersey, la Hudson Guild Farm, et dont la figure principale pour les transferts de théories de Guedes est le jeune historien de l'architecture Louis Mumford, qui joue un rôle central dans toute la diffusion des théories de Guedes aux États-Unis. Donc, depuis son premier livre, The Story of Utopias, jusqu'au dernier, que c'est l'autobiographie Sketches from Life, Mumford reconnaît la dette contractée envers Guedes. Comme indique ça, il y a des études d'une historienne de l'architecture qui s'appelle Catherine Momy, comme elle indique de manière très claire, Mumford, à partir des théories de Guedes, va travailler au développement d'une écologie humaine. Donc, c'est-à-dire l'étude de l'interaction de l'être humain avec la Terre basée sur l'analyse des relations existantes entre les différents systèmes qui composent l'environnement humain et les conséquences de ces facteurs sur la société humaine. Donc, Mumford écrira dans les pages de l'ouvrage The Culture of Cities qu'à partir de Kropotkin, l'étude de l'écologie humaine a pris une orientation plus constructive. Il suffit de penser à l'effort de toute une vie entrepris par Patrick Guedes pour élaborer une sociologie fondée sur la biologie, ainsi qu'un art social reposant positivement sur nos connaissances biologiques, psychologiques et sociologiques.
Donc, de cette manière, et en particulier au sein de la Regional Planning Association of America, se développera une approche de planification organique qui intègre les processus naturels et les éléments humains comme partie d'un ensemble. Donc, cette approche, après, on pourrait développer beaucoup plus, mais en résumé, on pourrait voir que se construit selon 4 étapes. Une première étape est celle de l'enquête, donc le survey. Deuxième étape est celle de l'esquisse critique des besoins et des activités, des idéaux et des objectifs sociaux. La troisième étape est celle de la reconstruction et de la projection imaginative, c'est l'acte même de faire un projet. Et enfin, la quatrième étape est l'absorption intelligente du plan par la communauté. Donc vous voyez combien c'est important d'une communauté qui s'approprie du projet. Et après, sa traduction en action par les institutions politiques et économiques appropriées. Donc, les voyages que Guedes fait en 1923 fait en sorte qu'il soit reconnu comme le père noble du regional planning. Donc en juin, il participe à une des premières réunions de la Regional Planning Association of America à la Hudson Guild Farm, donc dans le New Jersey, et établit un lien avec une autre figure centrale de cette association, qui est le forestier Benton McKay. Donc il est très proche de Manfort et McKay réfléchit au rapport entre travail humain et richesse naturelle, soutenant la nécessité de conserver des espaces sauvages et développant une approche qui intègre valeurs économiques et éthiques. Selon lui, la production n'était plus simplement finalisée au profit, mais prenait une dimension sociale visant avant tout le bien-être du travailleur et l'amélioration de leurs conditions. Donc, les projets pour lesquels McKay deviendra célèbre est les Sentiers des Appalaches. Donc, c'est un projet qui combine le développement d'un parcours récréatif avec celui d'un système productif et énergétique, et ça, il le fait à l'échelle régionale. En le présentant en 1921, McKay imagine des colonies agricoles et forestières. Toute la vallée des Appalaches pourrait être dédiée à l'agriculture au pâturage, posant les bases de la création de communautés agricoles liées aux forêts environnantes, dédiées à la production de bois et des espaces de nature intacts. Donc, lui, il estime que cette région montagneuse a le potentiel d'encourager une contre-migration de la ville vers la campagne. Donc, ces communautés seraient reliées par un sentier, donc c'est les sentiers des Appalaches, qui aurait également un objectif récréatif. Donc, c'est avec grande originalité, que la thématique économique est associée à celle du temps libre et du bien-être. Donc, dans sa vie et dans l'œuvre de McKay, il y a aussi un rapport très intéressant qui permet de développer et de donner une vraie évolution à cette théorie. Et c'est la relation qu'il a avec le forestier américain Aldo Leopold. Aldo Leopold, c'est l'auteur du livre, l'auteur de l'éthique de la Terre, c'est lui qui a invité à penser comme une montagne. Donc, les échanges épistolaires entre ces deux figures montrent que dès les années 30, l'approche de McKay a été fortement influencée par ces échanges avec Leopold, introduisant notamment une approche éthique de la planification et favorisant la réflexion sur l'utilisation rationnelle et sobre des richesses naturelles. Donc ainsi, McKay propose une nouvelle approche au problème de développement régional qu'il va définir géotechnique. Donc la géotechnique. C'est les mêmes Guedes qui, pendant sa visite à la Hudson Guild Farm, dira à McKay: pas la conservation, pas la planification, ni même la géographie. Votre sujet est la géotechnique. La géotechnique, c'est la science appliquée qui vise à améliorer l'habitabilité du globe terrestre. Donc, c'est une approche dont l'objectif est de mettre en œuvre une politique de conservation des ressources naturelles et énergétiques explicitement orientée vers la réparation de la Terre. Donc, réparation, terme qui indique aussi la reconnaissance de la responsabilité des dommages causés au territoire, ainsi qu'une prise de conscience de la fragilité du système socio-économique. Même si seulement partiellement, McKay cherchera à appliquer cette approche dans le cadre de la Tennessee Valley Authority, donc la TVA. C'est une expérience qui s'imposera comme modèle de planification régionale. Et après seulement 2 ans, McKay est contraint de quitter la TVA à la suite des conflits avec la direction, qui souhaitait concentrer ses actions principalement sur le développement productif et économique de la vallée.
Donc les collègues de la TVA de McKay vont se souvenir de lui comme d'un philosophe qui organisait des séminaires en plein air pour discuter des écosystèmes, des types de poissons de la rivière et du nombre d'arbres plantés sur les collines. Donc rien de plus éloigné de ce que la TVA deviendra dans les années 1940, une infrastructure fonctionnelle à la production d'armes destinée au Second Conflit mondial. Donc, mais cette expérience de la TVA est cependant importante, car elle constitue un modèle qui sera repris directement de l'Italie de l'après-guerre. Donc il y a tout un réseau d'architectes, d'urbanistes et d'intellectuels italiens, et en particulier l'urbaniste Carlo Doglio, l'architecte Giancarlo De Carlo, la traductrice Giuliana Baracco, qui fait en sorte que dans l'après-guerre, les théories de la planification régionale trouvent un terrain fertile et soient traduites et adaptées au contexte italien. Donc grâce notamment au projet promu et financé par l'entrepreneur, urbaniste, éditeur Adriano Olivetti, une figure extrêmement intéressante, ces théories se concrétisent dans des projets de très grande envergure. Donc, l'exemple principal est les projets pour le territoire d'Ivrea. C'est la ville dans laquelle l'entreprise d'Olivetti, il s'agit d'une entreprise en machine à écrire et d'électronique, était localisée. Donc, à ces projets, Carlo Doglio participe avec d'autres architectes urbanistes, Ludovico Quaroni, Nello Renacco, Annibale Fiocchi. Et la grande nouveauté de cette expérience, c'est qu'elle propose une planification territoriale holistique qui va au-delà de la dichotomie ville-campagne, donc de la séparation entre la ville et la campagne, et qui esquisse une manière alternative de concevoir les activités productives de l'entreprise Olivetti, tout en les intégrant dans les territoires et dans la société. Donc, en présentant les projets lors du congrès sur le regional planning qui se tient à Londres en 1955, Doglio exclame « Toutes nos investigations nous ont fait comprendre qu'il est impossible de concevoir l'urbanisme sans prendre en compte l'intégration de la ville avec la campagne, avec les autres villes et villages de la région, en couvrant progressivement une région territoriale dont les limites sont définies à l'échelle humaine. » Donc, pour définir cette échelle humaine, il propose un changement méthodologique qui repose directement sur des analyses précises du lieu que Guedes qualifierait de survey. Donc, ces analyses permettent d'un côté, d'une part, à l'entreprise Olivetti de se développer et d'autre part, de devenir un instrument, un outil de construction de la communauté. Donc, un rôle fondamental est donc celui joué par les habitants du lieu. Comme écrit Doglio, les enquêtes ouvrent les yeux des habitants, peut-être pour la première fois, sur la nature de leur place individuelle dans la communauté, sur une plus grande conscience de leur identité personnelle et sur une réflexion personnelle sur la manière dont ils vivent et pourraient vivre. Et il ajoute, nous nous rendons compte que l'acte même de l'enquête peut permettre aux personnes qui y participent de créer leur propre plan. Donc, la vision de Doglio et d'Olivetti d'associer le développement de l'entreprise dans une logique territoriale, donc qui intègre ville et campagne, et de permettre aux habitants de prendre part au processus de planification, est en partie réalisée dans les territoires d'Ivrea grâce à l'expérience de l'Institut IRUR. Donc, c'est inspiré par la Tennessee Valley Authority et l'objectif est de créer un institut doté d'un pouvoir financier considérable, qui initialement a été fourni directement par les fonds de l'usine Olivetti, et aussi un pouvoir politique qui est appliqué à la revitalisation des territoires ruraux autour de l'usine. Donc, l'objectif de cet institut est de promouvoir et gérer des filières multisectorielles complémentaires à celles de l'usine Olivetti et de soutenir donc une alternative économique pour les habitants des territoires ruraux. Donc, selon Olivetti, ce sera l'instrument permettant de réaliser les prémices d'un mouvement politique, que lui, il va appeler le movimento comunità, le mouvement communauté. Donc, en forgeant les concepts des principes territoires, Olivetti exprime une conception de l'urbanisme au service des finalités supra-individuelles et donc éthiques, qui unifie planification économique et planification territoriale,
en attribuant une supériorité au principe territorial sur les principes fonctionnels. Elle intègre l'économie et les territoires dans un projet d'urbanisme. Donc, ainsi, les territoires deviennent un objet d'étude et des projets pour l'architecte urbaniste planificateur, qui, à travers sa conceptualisation, les conçoit comme un ensemble économique et social. Même si cette approche à la planification n'est pas exempte de critiques, il y a toute une partie de la gauche ouvriériste et militante des années 60-70 italiens, par exemple Raniero Panzieri, etc., qui critiquera vivement l'utilisation du territoire par les capitales. Les années 1960 et 1970 voient aussi une diffusion de plus en plus marquée de cette démarche en Italie. Dans les années 1970, la première traduction en italien du texte Cities and Evolution de Guedes apparaît. Il faut penser qu'en France, la première traduction date de 1994. Donc, Doglio, en introduisant une anthologie des textes de Guedes, Reclus, Kropotkin, Manfort, remarque que, alors, entrons dans les vifs du sujet. Ce sont, à mon avis, les auteurs qui constituent la base culturelle et humaine de toute approche organique de la planification territoriale. De toute approche, c'est-à-dire qui intègre à la fois les moments architecturaux, donc c'est les moments tridimensionnels d'artefacts, et les moments urbanistiques, et les rural y inclus, autrement dit spatial et naturel. Oh, la vie, notre essence, celle s'appelle future, et ses racines se trouvent dans nos auteurs. Donc, c'est à partir des années 80 que des chercheurs, qui viennent de disciplines différentes, proposent une recherche-action visant à revoir radicalement les rapports entre les êtres humains, les systèmes productifs et les territoires, comme initié par Olivetti. Se développe véritable science du territoire qui prend forme à l'intersection des différents domaines disciplinaires et qui considère nécessaire de reterritorialiser les systèmes productifs et de l'intégrer dans le processus d'écogenèse territoriale. Donc ces figures se fédèrent principalement autour d'une figure très intéressante qui faisait partie de la gauche militante des années 60-70. C'est une figure qui s'appelle Alberto Magnaghi, donc, qui enseigne, c'est un architecte urbaniste qui enseigne à l'Université de Florence. Donc, dans le concept même des territoires, proclamé par Magnaghi et par toute cette école de pensée, on retrouve l'essence le plus profond de la pensée de Guedes. Dans son projet local, son texte le plus célèbre, Magnaghi définit les territoires comme une œuvre d'art, peut-être la plus belle, la plus collective que l'humanité ait réalisée. Il est le fruit d'un acte d'amour. Il naît de la fécondation de la nature par la culture. Donc, au-delà des textes théoriques proposés par les chercheurs de cette école de pensée, il y a plusieurs recherches-actions qui donnent aussi un rôle actif à ces territoires, en proposant des projets qui ne sont pas des modèles appliqués de manière indifférente à tous les contextes, mais il émerge des contingences même du territoire. Donc, les projets, c'est construit dans un processus qui est multi-acteur, impliquant les habitants du lieu. Donc cette implication, on peut la voir traduite graphiquement dans ce qu'ils appellent les mappe di comunità. Là, on voit une mappa di comunità du paysage de Neviano, et là, on voit une mappa di comunità du paysage de Brutugno, qui sont faites pour les plans territoriaux des Pouilles. Donc, elles sont les résultats d'une co-construction avec les habitants et cherchent de représenter l'épaisseur du territoire. Donc, ainsi, les territoires instaurent une relation identitaire, expressive, coévolutive, co-relationnelle, avec une communauté qui est consciente du lieu où elle vit et en prend donc soin. Donc ça, c'est une phrase d'une philosophe territorialiste qui s'appelle Luisa Bonesio, qui nous fait percevoir la profondeur de cette relationnalité créative, en quelque sorte, qui s'inscrit dans un processus de durée, dans le sens de coévolution continue dans le temps. Donc là, on va vers une conclusion. Donc, on arrive aujourd'hui, on va atterrir dans les territoires français. C'est un territoire qui vit une situation de crise et dans lequel les luttes territoriales, dont tout ce qu'on appelle les grands projets inutiles et imposés, en sont une manifestation. Il y a des mobilisations qui dénoncent
l'accélération d'un modèle de développement qui rend à moyen terme la Terre inhabitable pour la plus grande partie des êtres vivants et qui exprime la volonté des communautés de choisir où et comment habiter et comment produire. Donc, dans ce contexte, la tradition territorialiste connaît depuis une vingtaine d'années une résonance importante, grâce aussi à une riche tradition de savoir issue de l'école de paysage. Elle trouve un terreau fertile pour un développement original. Traduction d'ouvrages, recherche sur les rapports entre architecture et agriculture, analyse prospective sur la biorégion et sur les possibilités de l'appliquer. Donc, dans les profondeurs du territoire, dans ses richesses et dans ses communautés vivantes, émergent de nouvelles manières de faire les projets territoriaux, de les accompagner pendant leur réalisation et leur adaptation aux fluctuations du temps. Donc, sans essayer de définir un modèle applicable, donc de manière indistante, à toutes les situations, cette approche place au centre les rôles et la responsabilité de tous les acteurs et actrices impliqués. Une responsabilité qui demande une posture renouvelée de l'architecte, celle d'un facilitateur de relations qui participe à la co-construction de l'utopie. Donc émerge la figure d'un architecte éco-territorialiste qui réterritorialise la question écologique et chez lesquels ces suffixes éco réaffirment les sens donnés par Guedes, Manfort et McKay. Donc la technique de rendre la terre habitable à partir de la relation que nous entretenons avec les territoires, la terre et les sols. Donc une pratique relationnelle de la tâche est de préparer les terrains avec soin et compétence afin de soutenir au mieux les processus de transformation et d'en garantir la permanence et le renouvellement de l'état. Donc, il y a donc une réflexion sur la façon dont l'architecture est conçue et elle est enseignée. Comment former les futurs designers du projet de territoire, comment faire face à la complexité multidimensionnelle des enjeux auxquels nous sommes confrontés, quelles compétences mobiliser, où trouver de nouveaux référentiels. Donc, c'est des sujets qui sont au centre des questionnements que, je pense, interrogent toutes les écoles d'architecture et de paysage et d'urbanisme. Nous, à l'école de Nancy, on va en discuter les 11 et les 12 décembre dans le cadre des journées d'études pour fêter les 20 ans des ateliers hors les murs. Donc, c'est un dispositif qui a été inventé et initié par Marc Verdier est devenu depuis 2018 un programme national soutenu par la Fédération des parcs naturels régionaux et le ministère de la Culture. Et bien que peut-être de manière indirecte ou de manière intuitive, ces ateliers réactivent plusieurs dimensions de l'approche territorialiste. L'observation du milieu, l'interdisciplinarité, les liens entre la recherche et l'action, entre la pédagogie et la régénération sociale. Donc la question qui se pose aujourd'hui est de comprendre comment les conforter, comment les faire évoluer, comment favoriser leur reconnaissance institutionnelle et scientifique. Donc l'enjeu dépasse largement les champs pédagogiques. Il s'agit d'un projet politique en réalité, qui vise à repositionner l'architecte, les paysagistes ou tout acteur de projet comme accompagnateur dans un processus collectif de production de nouveaux récits territoriaux partagés. Donc l'urbaniste territorialiste Lydia Decandi utilise une image que j'apprécie particulièrement pour parler de ces designers. J'avais à l'esprit le travail de jardinier qui prépare les sols pour planter les graines et qui, tout en suivant constamment les pousses, leur permet de se développer de manière autonome et de s'épanouir une fois qu'elles sont plantées. Donc, comme le rappelle la citation de Guedes d'ouverture, en automne, la graine doit être cultivée. Donc, les défis du XXIe siècle sont immenses. Bien des égards sont précédents, mais nous ne partons pas de zéro. L'histoire peut être utilisée comme outil critique pour mieux comprendre les enjeux du présent et pour agir. Parce qu'il est important de savoir quelle histoire nous invoquons, quelle tradition nous construisons, sur laquelle nous nous appuyons, quel futur nous préparons. Dans la mesure où cette histoire, cette tradition et ce futur contribuent à produire des stratégies pour orienter les projets de transformation de notre territoire. Merci. Merci beaucoup, Federico, pour cette présentation qui était franchement concise, courte, dynamique et extrêmement passionnante. Et il y a plein de choses qui donnent envie d'être prolongées en fait, dans ce que tu nous présentes. Mais
Le jeu, c'est que la salle puisse aussi prendre la parole pour rebondir. Alors malheureusement, nous n'avons pas de micro volant. On s'est rendu compte que nous n'avions qu'un micro filaire. Donc si toutefois vous prenez la parole, s'il vous plaît, levez-vous, bombez le torse, faites-vous entendre pour que nos collègues qui captent la vidéo puissent bien vous entendre. Y a-t-il donc des questions suite à la présentation de Federico ? Je ne pointe pas tout de suite les étudiants de la Graduate School qui ont eu l'occasion de travailler sur le texte. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question, enfin peut-être deux qui peuvent s'imbriquer. Sur l'atterrissage des travaux, j'ai notamment moi eu l'occasion de beaucoup côtoyer les milieux régionalistes, occitans ou autres, et du coup ces travaux territorialistes me font énormément penser en même temps à un parcours militant politique que j'ai pu avoir, en même temps du coup à l'approche des recherches plutôt professionnelles, étudiantes que j'ai pu avoir. Et ça, il y a deux choses qui reviennent très régulièrement pour moi, c'est est-ce que selon vous, aujourd'hui, le système politique tel qu'il est actuellement prend suffisamment en compte le territoire dans son terme de biorégion et pas seulement de délimitation, de circonscription administrative, qui aujourd'hui colle de moins en moins avec les réalités des bassins de vie, des bassins biologiques et tout. Donc est-ce que le système politique en place permet de pouvoir avoir cette approche de manière pratique dans les pratiques urbaines quotidiennes qu'on peut avoir derrière? Et est-ce que finalement, un peu en lien également avec cette question politique, la maîtrise foncière qu'on a aujourd'hui, qui est souvent très morcelée, alors que ces projets-là demandent des approches qui sont énormes et qui demandent des mobilisations de moyens et d'acteurs surtout colossaux et très hétéroclites avec chacun leurs intentions. Je pense notamment à une visite de site de la cimenterie Lafarge en Ardèche près du Teil qui voulait que s'étendre et qui justifiait auprès des acteurs de dire oui mais on va mettre un peu de verdure et tout, mais qui au final était que dans une approche d'exploiter le territoire sans du tout prendre en considération la qualité des sols et tout. Est-ce que du coup tout ça rend concrétisable l'approche territorialiste de nos jours dans les pratiques urbaines, ou est-ce que ça reste un peu compliqué et il y a d'abord un travail politique, militant et institutionnel à faire? Quelle question! Waouh! Ouais, c'est une grande question, celle que vous posez. Bah, évidemment, vous avez raison à soulever tous ces points de blocage. Je pense que vous faites très bien. Moi, ce que je peux constater de mon côté, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de la part au monde du ministère de la Culture une reconnaissance sur le fait que les architectes ou les urbanistes qui s'occupent de projets de territoire doivent être impliqués dans ce qui sont les ruralités. Ça, il y a de la nouvelle SNA 2, il y a tout un volet sur un plan culture et ruralité pour inciter les architectes et aussi l'enseignement de notre école d'architecture à travailler sur ces thèmes. Donc, ça, on peut souligner quand même qu'il y a un intérêt au moins affiché de la part du ministère avec des fonds, avec de l'argent pour pouvoir faire ça. Nous, avec la chaire Nouvelle Ruralité, on bénéficie de ça. Donc, c'est aussi grâce à ça qu'on peut organiser, par exemple, cette journée d'études sur les 20 ans des ateliers hors les murs. Après, je pense qu'en France, on a aussi la chance d'avoir toute la fédération des parcs régionaux naturaux, que moi, je trouve qu'ils appliquent directement tous les préceptes du projet local. Ils sont très attentifs à appliquer ça. Donc, je pense que ça, c'est en effet des acteurs majeurs qui aident, en quelque sorte, à faire en sorte que ce type d'approche puisse trouver une application réelle de nos territoires. Après, je pense que vous dites une chose tout à fait vraie. Disons qu'il y a toujours quand même ces limites administratives. C'est toujours difficile d'aller au-delà de ça. Donc, de travailler à l'échelle territoriale, voire biorégionale. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est sûr, c'est quelque chose que nous, à l'école, on essaie d'enseigner à nos étudiants, de s'affranchir de ça. Alors j'avais noté que, Romain, est-ce que j'ai cru comprendre que tu voulais poser une question? Je me suis complètement trompé. Si j'ai vu tes petits doigts bouger, je me suis dit, non. Je ne suscite pas une vocation pour autant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup pour
cette généalogie qui permet de raccrocher certains morceaux et de se rendre compte en fait de la trame entre ces différents auteurs, ces différents temps, que j'ai trouvé très intéressante. Pour continuer dans les questions un petit peu contemporaines, chez les territorialistes français, je pense qu'il y a ce débat sur la place de la ville et faut-il fuir la ville. Et du coup, j'ai vu que votre séminaire était sur les nouvelles ruralités. Est-ce que ça a un lien avec cette question-là? Si c'est une question auquel je dois répondre personnellement, je ne pense pas que c'est une question de fuir la ville. C'est plutôt la question, c'est de reconnaître toute une série de relations que la ville instaure avec son territoire. Voilà. Moi, je pense, c'est que nous, on peut étudier grâce à la chaire, mais aussi il y a un réseau qui est celui des perspectives rurales, que c'est un réseau des écoles françaises d'architecture qui s'occupent des ruralités, par exemple, qu'il y a toute une série d'activités dans les territoires ruraux qui peut nous apprendre beaucoup. Et donc, il y a d'un côté une série de relations que nous, on doit retisser entre les villes et les territoires. Et après, il y a plein d'expériences qui sont pour nous apprenantes, qui nous permettent de repenser certains référentiels, peut-être, pour enseigner les projets d'architecture. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il faut fuir la ville, mais il faut voir la chose dans une approche holistique et des synergies entre plusieurs éléments. Alors, on n'a pas parlé de la question de la biorégion. Il y a évidemment toute une tradition biorégionaliste aux États-Unis, et il y a aussi une tradition biorégionaliste en Italie, avec l'école des territorialistes. Il parle plutôt des biorégions urbaines. Il met l'accent sur le fait qu'il y a tous ces réseaux des villes qui, naturellement, bien sûr, il y a ces caractéristiques du territoire italien. Et donc, c'est de le rapport synergique entre ville, ruralité, campagne, etc. C'est plus théorique, justement, de savoir. J'ai du mal à retracer la trame, justement, entre ces approches vraiment biorégionales et territorialistes. Enfin, savoir où est-ce qu'elles se différenciaient, est-ce que l'une influence l'autre et comment elles se répondent. Je ne sais pas si vous avez lu les livres qui étaient traduits en français par Mathias Rollo de Kirkpatrick Sale. Dans ces livres-là, vous trouvez une postface faite par Sébastien Marot, dans laquelle je pense qu'il retrace rapidement cet lien entre les théories de la Regional Planning Association, de Guedes, avec le mouvement biorégional. Donc, en effet, c'est tout à fait possible qu'il y a aux États-Unis une approche qui s'est développée de ce côté-là. Côté italien, donc, avec la question de la biorégion urbaine, Alberto Magnaghi, c'est quelqu'un qui, à la fin des années 80, il y a un livre qui s'appelle Il territorio dell'abitare, les territoires de l'habiter, de lesquels il cite en note tous les auteurs biorégionalistes américains. Donc, à la fin des années 80, c'est une référence directe et explicite pour ce qui est l'école des territorialistes. Après, évidemment, les contextes sont très différents. On n'est pas dans les contextes américains, évidemment, faits par des grands territoires bien plus vastes. Le contexte italien, la tentative, c'était d'appliquer ça au contexte italien et de l'hybrider avec une école de géographie importante que nous, on a en Italie à partir des années 50-60. Il faut mettre en compte que l'école des territorialistes italienne, il y a bien sûr cette figure importante d'Alberto Magnaghi, mais autour de lui, il y a plein d'autres figures très importantes. Il y a Giacomo Beccatini, c'est un économiste des premiers plans, qui s'est occupé beaucoup de tous les rapports entre production et territoire. Il y a un géographe qui s'appelle Giuseppe De Matteis, qui fait des recherches en géographie assez passionnantes. Et après, il y a plein d'autres figures qui sont autour de lui. Donc, si ça vous intéresse, de voir vraiment les spécificités de l'école territorialiste, il faudrait voir peut-être aussi ces auteurs, et comment eux ils ont développé leur rapport au territoire et au thème de la biorégion urbaine. Merci pour cette histoire. Moi, je trouve super intéressant parce que aujourd'hui, on se rend compte que le discours principalement enseigné dans les universités et les écoles d'archi dominant est celui-là d'une approche plutôt territorialiste. Et en fait, effectivement, il nous manque une histoire de ça. Et ma question, c'était, il y a quand même une rupture entre Mumford et après on passe aux traductions italiennes. On revient en Europe après Guedes. Mais est-ce que vraiment il n'y avait rien entre ces deux temps-là?
entre les premières traductions des territorialistes italiens et Mumford, ou vous avez juste décidé En Italie, il y a toute la partie de Olivetti, Carlo Doglio. Nous, on a ça, et ça commence dans les années 30 en réalité. Les premiers grands projets d'Olivetti, on peut les retrouver dans les années 30. Et après, ça, c'est quelque chose qui prend particulièrement d'importance dans les années 50 en Italie. Il y a tout un moment extrêmement intéressant en Italie de redécouverte du territoire. Et ça, Eric Alonso avait organisé à Paris-Est une journée d'études sur cette invention du territoire. Donc vous pouvez trouver en ligne les actes de ces 2 journées d'études. C'est super intéressant et moi maintenant je collabore avec lui pour l'édition d'un livre sur ce sujet. Donc il y a plein de figures, architectes urbanistes italiens, qui s'intéressent à c'est quoi les territoires et comment l'architecte peut participer à ce projet de territoire. Et ça c'est quelque chose d'assez inédit. Et il y a toute une reprise des théories qui sont des théories anglo-saxonnes, qui viennent d'Angleterre ou qui viennent des États-Unis. Donc en effet, c'est vraiment un moment de l'histoire de l'architecture italienne particulièrement propice pour ça. Et c'est intéressant tout le travail d'édition qu'il fait Olivetti. Olivetti, parmi ses différentes casquettes, a aussi la casquette d'éditeur. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Comunità, avec laquelle il commence à faire les premières traductions, par exemple de Mumford. Il y a une revue qui s'appelle Comunità, de laquelle il publie aussi les premiers textes de Mumford et d'autres personnes de la Regional Planning Association. Donc il y a un lien qui est très fort, qui soit dans les projets, qui soit dans les théories et qui soit dans la traduction des ouvrages. Mais du coup, le grand, celui qui manque le plus, c'est un peu la France, enfin la pratique française. Pourquoi après Élisée Reclus, mais qui au fait n'a pas trop autant pratiqué en France, on a l'impression qu'il a plus personne, ou est-ce que c'est juste une histoire à réécrire Non, mais vous avez raison, c'est une histoire à revoir, à développer. Il y a en réalité toute la Société française des urbanistes, qui c'est une société française, qui se forme au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, voilà, évidemment, et qui est très influencée par une figure qui est Frédéric Leplay, donc au musée social. Et eux, ils connaissent très bien l'apport de Guedes. Donc, en réalité, il y a toute cette école d'urbanistes qui connaît très bien l'apport de Guedes. Elle reste minoritaire. Après, il faut toujours prendre en compte que là, c'est une histoire de l'urbanisme. Mais cette histoire, elle est hybridée et elle a plein de connexions avec les mouvements modernes. Une des figures principales du SIAM 4, c'est le SIAM sur la ville fonctionnelle, c'est Cornelius Van Estern. Et lui, c'est quelqu'un qui avait étudié avec Marcel Poët, c'est quelqu'un qui connaît très bien Guedes, et toute la partie d'études des villes qui était utilisée comme base pour faire le SIAM 4. Donc, c'était pour Le Corbusier la plus grande collection d'études sur les villes jamais faite, a un lien direct avec l'approche de Guedes. Et après, si on passe par la suite, le SIAM 8, celui de Hoddesdon, il y a parmi les organisateurs Jacqueline Terwitt. C'est une figure que, évidemment, c'est une élève de Guedes, et les thèmes même du cœur de la ville, c'est quelque chose qui répond directement. Donc, d'un côté, il y a la Société française des urbanistes qui répond directement à Guedes. Après, il y a eu d'autres figures, je pense à Gaston Bardet, qui était particulièrement influencé par les théories de Guedes. Et de l'autre côté, en réalité, c'est des histoires qui sont toujours entremêlées entre elles. Donc il ne faut pas, selon moi, penser que c'est des histoires séparées. C'est vrai que entre l'intervention et la conférence, on a un creux. Qu'est-ce qui s'est passé en France, en fait? Du coup, et est-ce que ça aurait du sens, côté français, d'aller regarder plutôt du côté des géographes? Je pense à Jean Brune, qu'on développait, alors évidemment, assez loin de la question urbaine, mais quand même une approche des territoires assez pluridisciplinaire et fine, mais effectivement peu sur la question du développement et peu sur la question urbaine. Et je pensais à un deuxième point, c'est que si on comparerait par rapport à aujourd'hui, il y a dans ce début du XXe siècle, aussi en Europe en particulier, tout un courant lié au pacifisme.
et du coup qui rend, je trouve, extrêmement fort ce courant régionaliste et territorialiste, que ce soit aux USA, mais surtout en Europe, parce qu'on sent qu'il y a une dimension hospitalière à l'autre, en fait, hospitalière à la différence, hospitalière à l'évolution du territoire même, en fait. On n'est pas dans le slow urbanisme, on n'est pas, etc., etc. Et le monde d'aujourd'hui n'est plus exactement le même. Du coup, j'ai un peu l'impression que certaines critiques que l'on fait aux approches biorégionalistes, hein, si je vais très vite, de quel est le bon périmètre pour vivre ensemble, ou comment on a un fonctionnement tayloriste, qui fait que chacun doit contribuer à sa façon au fonctionnement global, qui n'étaient sans doute pas les questions qui étaient posées au début du siècle. Une chose que je trouve particulièrement intéressante, et ça on le sent beaucoup en Italie, on le sent avec quelqu'un comme Olivetti, il y a toute une redécouverte, quand même une connaissance de toute une façon chrétienne de concevoir les rapports aux autres. Lui, parmi ses références principales, il y a Mauritan, par exemple. Donc, c'est vraiment de la philosophie de laquelle la question du rapport à l'autre, d'un point de vue avec les valeurs chrétiennes, sont particulièrement fortes. Ça, c'est quelque chose qu'en Italie, on retrouve beaucoup. Donc, en effet, est-ce que ceci, ça, peut-être, de lequel il faut aller rechercher Le progrès social. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est une piste intéressante. Après, on peut se demander aussi quel est le rôle aussi de notre religion chrétienne aujourd'hui dans ça. Des penseurs catholiques sur ça. Et sur la question donc, si jamais vous êtes intéressé à continuer à un peu approfondir les rapports sur la société des urbanistes, françaises des urbanistes et les rapports avec Guedes, j'organise une séance de séminaire de recherche du lac le 15 janvier, dans lequel j'ai invité un collègue qui est experte de ces sujets. Donc, il va nous partager ses recherches sur ça. Voilà. Donc, ça peut être une occasion pour pouvoir découvrir un peu ces liens, en effet, qui existent en France. Et je suis tout à fait d'accord. Il faudrait voir aussi du côté des géographes. Et moi, je trouve aussi du côté des paysagistes. Comment tout ça a été repris par l'école française des paysages. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Quand même, c'est une exceptionnalité du panorama français. Qui, à partir des années 90, était particulièrement important. Donc là, tu m'as montré juste avant les projets des Courageux, ici à côté de l'école. Et ce serait intéressant de voir comment ils se sont positionnés par rapport à ça, quelle était leur réelle compréhension et connaissance de ça. Et quels étaient les filtres aussi pour lesquels ils le connaissaient. C'est sûr qu'il y a la référence à Ian McHarg, par exemple, qui vient des États-Unis. C'est quelqu'un qui a des liens très très forts avec Manfort. Donc c'est quelqu'un qui est complètement informé. En plus, c'est quelqu'un écossais, donc qui connaît aussi toute la tradition écossaise. Donc il connaît très bien Guedes, évidemment. Donc ça, je pense, c'est une référence importante qu'après de l'école des paysages a mobilisé. Mais Federico, si je me permets 2 secondes, Romain, le paysagisme d'aménagement, un peu à la Corajou, dans les années 70-80, qui va se détacher de l'approche horticole du paysage en France, elle se rapproche de la tradition de ce qu'on pourrait appeler les landscape urbanistes, qui sont les héritiers directs de Ian McHarg, sans en avoir véritablement conscience. C'est-à-dire que ce n'est que maintenant qu'ils commencent à reconstituer une histoire qui leur permet de se rattacher à Ian McHarg, et après à Mumford, et après à Guedes. J'ai la sensation que c'est une histoire qui est parallèle, mais qui se reconstitue a posteriori. Mais c'est une hypothèse que je te soumets. Je ne sais pas. Moi, j'ai travaillé 4 ans chez Alexandre Chemetov, donc j'ai un peu fouillé dans toutes ces archives. C'est magnifique, hein, quand elle était au Bureau des paysages à Gentilly. Et moi, j'ai toujours vu cette référence à McHarg. Mais après, quand il a commencé à la faire, ça, je ne sais pas te dire. Mais c'est une chose assez intéressante à approfondir, je pense. Oui. Et aussi parce que, bon, il y a après tous les rapports que la UA a avec toute une série d'architectes italiens. Je pense à Gregotti, je pense à Bernardo Secchi. Là aussi, comment il y a eu des filiations. C'était des personnes quand même qui étaient très informées sur ces sujets-là. Donc ça aussi, ce serait intéressant à voir. Merci beaucoup, Federico. C'est très intéressant, tout ce qui peut être fait, et tu participes beaucoup à ça, pour reconstituer cette histoire longue
et comprendre notamment pourquoi est-ce qu'elle a du mal à s'imposer finalement dans nos disciplines. Donc c'est bien d'avoir parlé de paysage, je voulais en parler aussi, mais il me semble qu'il y en a 4 disciplines qui tournent autour des questions sciences territoriales, hein, l'architecture, l'urbanisme, le paysage et l'aménagement. Et il se trouve qu'en France, elles ont été séparées dans des ministères différents, dans des cultures de formation différentes, dans des parcours académiques différents. Et effectivement, ailleurs, notamment aux États-Unis et en Italie, c'est effectivement les géographes qui ont joué un rôle, parce qu'ils n'étaient pas opérateurs finalement, de jonction théorique entre des gens qui étaient en format de concurrence sur l'interprétation de ce que pouvait être la grande échelle pour laquelle il fallait intervenir, donc après à toutes les échelles. Et moi, ce que je trouve intéressant en France, c'est le maillon Claude Raffestin, qui, au sein de la géographie française, italienne et suisse, a produit toute une série de textes qui sont, de mon point de vue, extrêmement significatifs pour faire la jonction, sauf qu'il écrivait de telle manière que la plupart des gens disent « je ne comprends pas ce que je lis », mais que ceux qui arrivent à réinterpréter du Raffestin produisent, je trouve, beaucoup de choses significatives dans ce qui manque en français, Raffestin ayant été très peu traduit et ayant lui-même très peu traduit. Donc ayant essayé de produire finalement une forme de science territoriale en intégrant la spécificité culturelle de ce que c'est que le territoire du finage français. Hein, parce que c'est ça une particularité par rapport à qui nous rapproche des Italiens mais qui nous sépare de presque tous les autres. Bah, je te rejoins complètement. Claude Raffestin, c'est une référence importante pour les territorialistes italiens. Je pense que Giuseppe De Matteis s'est pas mal occupé de lui. Et tous les cycles, hein, territorialisation, déterritorialisation, réterritorialisation, est repris directement des théories de Raffestin. Donc c'est sûr que c'est une référence importante. Une référence que moi je trouve très belle dans la géographie française aussi, peut-être peu mis en avant, je trouve, c'est tout le travail d'Ardel. Et ça, je sais aussi que c'est quand même une référence que l'école des territorialistes italiens reprend de temps en temps et qui fait ressurgir. Je pense que ça quelque chose d'assez intéressant pour comprendre la relation de l'homme, de l'être vivant avec la géographie. Et peut-être juste un petit mot, mais moi ce que je trouve très intéressant qui s'est passé avec Swartelden, qui a lu tout ça, et qui a traduit ça pour l'amener en géopolitique, mal, enfin moi je trouve assez mal, en tordant un peu les traits, et qui a effectivement empêché finalement une traduction dans la géographie des représentations nord-américaines, et qui fait que ça s'est éteint. Une forme, je trouve, d'historicité un peu éteinte par les nord-américains qui ne voulaient pas du territoire comme nous on en parle, c'est-à-dire du territorialité vivante, habitable et hospitalière, et qui produit de l'habitabilité. Eux, ils voulaient que du territoire géopolitique où ils pouvaient retrouver du post-marxisme, enfin en tout cas des rapports de force. Et du coup, Swartelden a participé à éteindre le début de traduction de ces théories-là aux États-Unis, qui en général après nous reviennent 10 ans plus tard par d'autres traducteurs. J'avais une question sur est-ce qu'il n'y a pas un blocage dans la possibilité de cette utopie et dans la pensée exclusivement territorialiste, hein, au sens est-ce que ces grands réseaux urbains, cachés, opaques, invisibles, enfermés dans diverses infrastructures, qui rendent floue cette relation entre la nature et la ville et qui font de l'espace territorial, comme vous l'écrivez, réduit un soutien technique et donc fait perdre son rôle d'organisateur, ne rend pas impossible une pensée uniquement par la région? Est-ce que cette pensée ne s'est pas développée à une époque, au début de la modernité, qui rendait encore possible l'alternative régionale, mais que le développement de ces grandes infrastructures et réseaux, notamment à la fin du XXe siècle, et qui rend interdépendants, dépendants les territoires entre eux, ne crée pas un blocage? Est-ce que les pensées territorialistes considèrent cet héritage technique dans l'opérationnalité de leur approche, et notamment réflexion sur les valeurs et mythes qui représentent pour penser ce changement? Enfin, votre avis, est-ce que l'héritage technique, par la masse qu'il représente et les pratiques, possibilités qu'ils nous ont permis d'acquérir, ne nous condamnent pas, d'une certaine manière, ou plutôt contraint l'avènement de cette utopie? Là aussi, c'est une question. C'est vraiment une très très bonne question, je vous remercie. Là, je ne vais pas vous amener de vrais éléments de réponse à ça, mais je peux vous dire que quand même il y a, au moins de la part de l'école territorialiste italienne, il y a une vraie réflexion sur la technique. Il y a une revue qui s'appelle La Scienza del Territorio qui a beaucoup travaillé sur ça, voire sur le rapport avec la technologie, le rapport avec la Smart City, le rapport avec tous ces flous qu'on sait gouverner aujourd'hui nos villes et nos territoires. Et il y a toute une série de penseurs de cette école qui travaillent à ça. Je pense notamment Ottaviano Marzotta, par exemple, qui a pas mal travaillé sur ça. Je pense aussi à des numéros
spéciaux des sciences du territoire qui travaillent à ça. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui rentrent dans leur réflexion et sur lesquels, si aujourd'hui nous on souhaite travailler à l'échelle territoriale ou à l'échelle urbaine, on doit prendre en compte. Moi, je pense que moi, je pense que c'est particulièrement important que nous, on intègre dans nos études, études d'architecture, des paysages, d'urbanisme, etc., toute une question d'histoire des techniques pour arriver à avoir un rapport critique avec la technique et comprendre la spécificité du temps contemporain. Et c'est un temps contemporain dans lequel on est immergé dans une série de flous, il y a un philosophe italien qui s'appelle Luciano Floridi qui travaille à Oxford, qui parle on life, parle des infosphères. Il dit que nous on est dans un territoire avec des flux qui nous font en sorte que nous on est dans un lieu et aussi en même temps dans un autre. Donc il parle de nous comme des inforgs à l'intérieur de cette infosphère. Je pense ça particulièrement intéressant et stimulant d'aller voir ces penseurs pour arriver à comprendre donc en effet qu'est-ce qu'est les territoires aujourd'hui et comment ils fonctionnent. Merci Federico, c'était super intéressant. Mais il y a une question qui me traîne et c'est que vous êtes à la fois chercheur, enseignant et praticien. Et je me demandais en regardant les images, le plan, qu'est-ce que ça fait l'approche territorialiste au mode projet? C'est-à-dire quand on doit faire un projet en termes de temps, les rapports au temps, les rapports entre les échelles, parce qu'on voit la grande échelle du grand territoire, du paysage, mais on voit aussi cette attention aux petites choses, aux vivants, à la petite plante. Au niveau opérationnel, ça doit être quand même un défi d'affronter les sujets du territoire à plusieurs échelles. Je suppose aussi qu'il y a une question de métier qui évolue. Et donc, je voulais savoir un peu votre avis, connaître un peu votre avis en tant que praticien et comment vous affrontez les projets et si les projets lui-même, il évolue en tant que processus. Et donc, moi, quand j'avais commencé à faire la thèse de doctorat, pour moi, l'objectif principal de la thèse, c'était pouvoir informer ma pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle je choisis de commencer à faire une thèse et de faire une thèse. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. En faisant la thèse, j'ai découvert que j'avais un certain plaisir à faire de la recherche. Voilà. Chose qu'au début, je n'avais pas forcément, je n'avais pas envisagé. Donc, moi, maintenant, je suis donc maître de conférences, enseignant-chercheur. Mon activité principale, c'est l'activité de l'enseignement et de la recherche, comme tout maître de conférences, comme tout fonctionnaire. L'activité que j'ai en parallèle donc avec Nikhil d'Enfer, c'est un moment dans lequel la partie projet, c'est une partie qu'on développe moins. C'est parce que Nick, lui, il enseigne à l'EPFL à Lausanne et après, il a son rôle au syndicat et à la branche. C'est sûr que c'est quelque chose que j'enseigne, par contre, comment faire un projet. Donc, l'effet d'être entre les différentes échelles, que à partir de la grande échelle jusqu'à la petite, mais aussi à partir de la petite, comment la petite peut prendre soin de la grande. Donc, réinsérer l'architecture dans une réflexion plus large du territoire, des filières, etc. Quels matériaux je veux utiliser, pourquoi un certain type de matériaux, etc. Et après, je pense qu'il y a les rapports avec les habitants, les acteurs territoriaux, avec les élus. Nous, c'est quelque chose pour nous à l'école, au moins dans mon atelier de projet, qui est particulièrement important. Donc, de dire, on peut enseigner à faire un projet seulement si on est immergé dans un site, en contact direct, la possibilité de voir les enjeux sur place. Et ça, je trouve qu'à une certaine façon, d'un côté, nous, on propose un projet avec les étudiants. De l'autre côté, c'est un projet qui s'est co-construit de manière collective. Et ça, je pense que c'est une façon de considérer notre projet d'architecture en quelque sorte un peu territorialiste. Bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux étudiants de la Graduate School pour leurs questions renseignées parce qu'ils avaient pris un petit temps d'avance, ils avaient eu l'occasion de lire un petit peu les textes. Moi, je voudrais éclairer les étudiants en urba, notamment en Master 1, ce que je trouve extrêmement important pour vous équipier intellectuellement, c'est qu'en fait, le travail de Federico, il participe plus globalement à une redécouverte dans l'épistémologie en fait, de l'histoire de la discipline qu'est l'urbanisme et celle de l'aménagement,
la redécouverte du régionalisme. Et on voit bien, en fonction des pays, c'est une redécouverte pour certains, c'est un prolongement pour d'autres. En France, c'est une redécouverte que l'approche du régionalisme. Moi, je vous engage vraiment, en effet, à relire la postface d'un ouvrage traduit par un de nos collègues, Mathias Rollo, qui s'appelle « L'art d'habiter la Terre ». C'est un bouquin, c'est le premier bouquin qui s'essaye théoriquement à dire qu'est-ce que c'est que le biorégionalisme. Il est écrit par un Nord-Américain, mais il est postfacé en français par Sébastien Marot, qui nous dit une chose qui est assez intéressante, c'est qu'en France, quelque part, le texte fondateur de Françoise Choët, qui est une historienne, a un petit peu gelé la réflexion sur l'histoire de l'urbanisme en cantonnant, parce qu'on l'a mal lu, les urbanistes entre les progressistes d'un côté, le mouvement moderne, et les culturalistes de l'autre, Camille Ossite, les villes-jardins, les cités-jardins, etc., en interdisant un débat sur une troisième figure qui était déjà très présente, mais qu'on a complètement oubliée en France, qui était le mouvement régionaliste. Il se trouve que le mot régionaliste en France, tout particulièrement au XXe siècle, il a un sens très particulier. C'est le lieu de confrontation entre deux acceptions de l'État, l'État centralisé jacobin et l'État girondin décentralisé, voire régionalisé. Le mot régionaliste en France, il n'a pas du tout le même sens que en Italie ou dans le contexte nord-américain ou anglo-saxon en règle générale. L'idée qu'il puisse y avoir une planification régionale qui soit la bonne échelle d'articulation de la ville et des campagnes, c'est quelque chose qu'on a littéralement oublié en France. Ceux qui l'ont prolongé, je pense que c'est très juste ce que disait Romain, c'est notamment les géographes et tout particulièrement les géographes ruralistes. Mais eux-mêmes, dans les années 60-70, ont disparu aussi, pour toute une série de bonnes et de mauvaises raisons. Ce que je veux que vous reteniez, moi ce que je trouve intéressant, c'est que le point de départ de Patrick Guedes, c'est sa coupe dans sa vallée, où d'entrée de jeu, il dit une chose qui est quand même fondamentale. Il dit « Il n'existe pas de ville qui ne soit pas articulée à un countryside », c'est-à-dire à des territoires de campagne, ruraux, qui sont en fait les territoires de production de la ressource. Mais il dit une deuxième chose, Patrick Guedes, parce qu'il est à Édimbourg, un des territoires européens qui connaît le plus tôt l'industrialisation. Il dit « Le processus d'industrialisation tout au long du 19e siècle dévitalise les campagnes au profit des villes. » Donc la question, c'est comment retrouver, à l'heure de la modernité, une articulation de territoires qui sont en fait de fait interdépendants. La réponse que fait Guedes, c'est l'échelle régionale qui doit prévaloir dans tout exercice de planification. Je crois que c'est ça qu'il nous dit. Quand on traverse l'Atlantique et qu'on arrive aux États-Unis, ça atterrit dans un moment, les années 20-30, où il y a un débat qui fait vraiment rage, et ça c'est notre collègue Catherine Momy qui le dit très bien, où vous avez deux acceptions de la planification régionale, l'une régionaliste, qui assoit vraiment à l'échelle régionale, pour ne pas dire biorégionale, la réflexion sur l'urbanisme, et l'autre métropolitaine. La concentration métropolitaine de la transformation des ressources. C'est un débat qui fait vraiment rage et qui organise une opposition presque caricaturale entre la côte Est et la côte Ouest. Ce que je trouve très intéressant, c'est lorsque tout ce débat revient en Europe, et tout particulièrement en Italie, entendez bien une chose, ça revient dans un pays qui est tiraillé entre deux formes d'économie économique, deux formes de planification économique, une planification centralisée, plutôt dans le sud de l'Italie, et une planification décentralisée, c'est ce qu'on appelle la troisième Italie, qui concerne le nord de l'Italie. Et en fait, vous avez toute une tradition dont Alberto Magnaghi est l'héritier, mais Bernardo Secchi aussi, travaille avec Francesco Idovina, ils vont créer le concept de ville diffuse, en s'appuyant sur l'analyse que faisait Guedes. L'on ne peut pas comprendre le processus d'urbanisation si on ne comprend pas le système d'interdépendance entre les villes et les espaces producteurs de ressources. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça revient, la lecture territorialiste qui est imprimée des écrits de Guedes, sous cet angle-là, de ce qu'on appelle l'articulation entre les systèmes productifs, la planification régionale et le développement urbain. En France, disons que la trajectoire est d'une nature un peu différente. Je pense que cette clé de lecture-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'à mon avis, on ne peut pas comprendre l'idée de territorialisme en Italie et on ne peut pas comprendre pourquoi on s'est interdit en France de parler du développement régional. Il y a la prégnance de l'État aussi, de l'État central, qui d'une certaine manière va empêcher ce débat en façonnant la commande publique autour d'objets qui ne sont pas tout à fait de cette nature-là. Du coup, merci beaucoup
Federico, parce que ça s'inscrit pleinement dans les cours qu'ils ont actuellement, et je trouve que c'est des débats qui sont passionnants et qui font la preuve qu'il est intéressant de questionner le passé pour pouvoir savoir ce qui se passe aujourd'hui et probablement demain. Donc merci encore. Merci.